AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Cette semaine dans La Pointe, le séisme de la Nationale 1. Entre logique respectée pour les cadors et surprises monumentales, on décrypte pour vous tous les résultats. Pourquoi le Racing sourit enfin ? Comment Arne a-t-il pu infliger une telle correction à Marseille ? Et surtout pourquoi Mulhouse semble avoir laissé filer ses rêves de montée. On vous dit tout sur les matchs des extrêmes et les héros du week-end. Les Bleus au sommet de Madère, direction Funchal pour suivre l'épopée de l'équipe de France féminine. Avec une moyenne d'âge de seulement 19 ans, nos canonnières françaises viennent de valider un ticket historique pour le top 8 européen. On analyse leur victoire, leurs doutes face à la Croatie, la débâcle italienne et ce qui les sépare encore du très haut niveau mondial. Enfin, on revient sur le match au sommet entre la Hollande et la Hongrie avec les performances XXL des gardiennes. De la sueur, de la tactique et une bonne dose de passion. Installez-vous confortablement, on envoie le premier sprint. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti. Dans ce nouvel épisode, on attaque directement par la Nationale 1 et la Nationale 1 qui a réservé des surprises qu'on va vous détailler et ensuite on enchaînera avec l'équipe de France féminine à Funchal. Tout de suite, premier résultat, Racing Club de France qui accueillait l'INSEP. L'écart se confirme à nouveau. L'INSEP en deçà et victoire importante pour le Racing, 19-9. Oui Christophe, victoire importante mais victoire logique. On a rappelé l'écart qu'il y avait quand même entre l'INSEP et les autres pensionnaires de la division. Le Racing qui avait besoin un petit peu de prendre des points pour sortir un peu de la mélasse du bas du classement et qui fait très sérieusement le boulot, 19-9 avec un 13-4 fin de deuxième. Donc rien à dire et rien de spécial sur ce match-là, logique complètement respectée. Oui, je vais donner quand même, on n'en parle pas souvent du Racing, mais les 3 principaux buteurs, on a Augustin Palais, 6 buts, Louis Gudetti, 6 buts, et Alexandre Servetti, 4 buts dans ce match côté du Racing. Deuxième match, Moulins qui accueillait Monaco. Monaco qui avait été en difficulté dans le match de la journée précédente et là qui s'est bien ressaisi en écrasant à domicile Moulins et en s'imposant 20-5. Ouais, match des presque extrêmes, j'allais dire. Monaco tout en haut et Moulins dans le bas du classement. Donc, il n'y avait pas beaucoup non plus à attendre de cette journée-là. Monaco doit s'évertuer à éviter de faire des faux pas. Et puis, Moulins, c'était pas vraiment le match sur lequel il comptait pour se refaire un petit peu une santé. Donc, écoute, l'écart est là, 25, il y a pas grand-chose à dire. Il y a une bonne résistance de Moulins pendant 2 périodes, puisqu'il n'y a que 6-3 fin de deuxième. Et puis ensuite, 7-1 troisième, 7-1 quatrième. Donc, Monaco qui déroule et qui finit par un 14-2 logique. Oui, et c'était un match arbitré par Julien Bourgès qui revenait de Belgrade puisqu'il avait arbitré, on le rappelle, la finale de ce magnifique championnat d'Europe masculin. Troisième match, première surprise, La Rochelle qui s'impose d'1 but face à Choisy. Ouais, écoute, on loue à juste titre la bonne saison de Choisy
les bonnes saisons. L'année dernière avait été déjà une bonne saison. Cette année, ils faisaient jusque-là une saison sérieuse en étant dans le premier tiers du classement. Et puis La Rochelle, qui est le promu, qui est pas mal, mais qui reste quand même un promu. Donc, je m'attendais quand même à une victoire, même si elle avait dû être étriquée de Choisy. Et puis, bah, écoute, il n'en a rien été, puisque La Rochelle prend 3 points très importants et déjoue complètement les pronostics en battant Choisy. Je ne m'attendais pas à cette victoire-là du tout. Donc, écoute, Choisy qui trébuche et qui, on va voir, hein, qui met à mal un petit peu le bon début de saison qu'ils avaient fait. Et La Rochelle qui prend 3 points très, très importants dans l'optique, je ne veux pas dire du maintien parce qu'ils ne sont pas concernés par ça, mais pour avoir une saison un petit peu plus tranquille, victoire de prestige et victoire très importante pour eux. Oui, victoire 14-13 et un match à la mi-temps 6-6. Après, il y a eu un trou d'air on va dire, La Rochelle, ou en tout cas une bonne entame de cette troisième période par Choisy-le-Roi, mais qui s'est effondré dans cette dernière période puisqu'il a perdu 6-2. Exactement, ils pensaient je pense avoir fait le plus dur, hein, +3 début de quatrième. Et puis, écoute, ça n'a pas suffi. Ils n'ont même pas réussi à arracher les pénaltys. Et bravo à La Rochelle qui s'en sort très bien et qui remporte encore une fois une victoire importante. Ouais, victoire très importante pour le maintien et je pense qu'avec celle-là, peut-être que le maintien sera assuré. Quatrième match, Mulhouse qui recevait Livry. Livry qui s'impose à l'extérieur. Victoire importante de Livry pour le haut de classement et Mulhouse qui est un peu en difficulté dans ce championnat. Et je pense que voilà, ça confirme peut-être du coup aussi que Mulhouse ne pourra pas revenir sur le haut du classement. Ça va être très compliqué. Donc voilà, ils avaient des ambitions probablement de jouer le haut du classement et la montée, ça ne sera pas pour cette année. Donc, victoire 16-11 des Parisiens. Livry, dans sa quête de rester au contact de Monaco, voire éventuellement de distancer Marseille, avait un match compliqué quand même à négocier à Mulhouse, hein, une équipe du haut du classement à l'extérieur. Et puis, écoute, ils ont un peu éteint les espoirs alsaciens d'entrée, puisqu'ils gagnent la première période 4-1. Et puis, ils construisent leur succès petit à petit. Et écoute, une victoire très, très importante pour eux qui consolide leur deuxième place au classement. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, qui écarte un petit peu maintenant Mulhouse, hein, qui vient de perdre coup sur coup, et Arnes et Livry-Gargan. Donc, on fera un point sur le classement après. Mais effectivement, c'était les 2 matchs qu'ils avaient perdus à l'extérieur en début de championnat. Ils avaient l'occasion de les gagner à la maison pour rééquilibrer un petit peu les débats. Ils perdent les 2, donc Mulhouse, comme tu l'as dit, est décroché, à mon sens, irrémédiablement de la course aux accessites en haut du classement. Oui, les deux équipes qui ont pu s'appuyer chacune sur un homme fort. On avait Anthony Houdin qui marque 5 buts pour Mulhouse et le joueur qui avait été à Taverny précédemment, donc l'an passé, qui avait fait quelques présélections avec l'équipe de France A, Jakub Novacek qui en met 5 et qui aide donc son équipe à s'imposer. Avant-dernier match, petite surprise dans l'ampleur du score, mais victoire à l'extérieur de Givors à Saint-Jean, 10-9, qui s'est joué dans cette troisième période, puisque les deux équipes étaient à 6-6 à la mi-temps, en s'étant imposées chacune respectivement 4-2 dans la première et la deuxième période, et victoire au final de Givors avec toujours son mini effectif. Givors qui c'est donc évidemment quand tu joues à 10 à la maison, souvent tu te déplaces aussi à 10. Ils se sont déplacés à 10 et puis, alors c'est c'était une affiche des années 80, 90, voire 2000, hein. Ces matchs-là, ça a perdu un petit peu de son lustre d'antan, mais c'est toujours des matchs intéressants à voir. Et puis, Saint-Jean qui est pas à la fête quand même tous les week-ends a été pas loin quand même de partager les points, voire de faire mieux contre Givors. Mais Givors s'en sort bien et on verra par le biais de la défaite de Choisy-le-Roi et de leur victoire à eux, ils gagnent une place au classement. Donc Givors, écoute, évite aussi le piège angérien et revient de Charente avec 3 points très, très précieux, en tout cas pour eux, pour leur championnat à eux. Et dernier match, plus grosse surprise de cette journée, Arnes qui recevait Marseille et victoire 21-12, donc plus 9 en faveur des joueurs du Nord. Victoire sans conteste, menée de main de maître par les joueurs de Arnes. Alors à retenir, il y a plusieurs choses à retenir de ce match-là. Alors gagner à Arnes, c'est jamais facile, hein, c'est toujours un bassin piégeux
et il y a jamais personne qui l'emporte, très largement à Arles. Mais de là à perdre de 9 buts, je suis quand même assez surpris du score. Le facteur X, Zawi, dont on avait parlé, la semaine dernière, qui avait déjà mis 10 buts dans le match la semaine dernière, il en met 8 là. Donc, Arnes peut bénéficier d'un joueur, c'est quand même pas commun de mettre 18 buts en 2 matchs. Il y a pas de penalty, il met aucun penalty sur les 8 buts. Je crois qu'il en avait pas mis beaucoup non plus quand il avait marqué 10 buts. Donc, Marseille trébuche grandement dans les grandes largeurs quand même à Arles. Alors il y avait pas Léandre Ondometogo ni Baptiste Odon, mais le reste, ils avaient Brody McNabb dans la cage, Danowski, ils avaient Audouin de Revier. Donc ils avaient quand même des arguments à faire valoir. Et autant on peut perdre à Arles, c'est pas mais 9 buts, je voyais pas ça et donc ça va, quand même, un peu hypothéquer, les ambitions. La saison est pas terminée, mais ils se retrouvent maintenant à 11 points de Monaco, alors certes avec un match en moins, mais une défaite après celle de Givors qui va quand même grandement impacter les ambitions marseillaises. Oui, complètement. Et Arne qui a pu mettre un 4-0, passant de 11-7 à 15-7, donc en creusant bien cet écart. Et du coup, ils ont mis bien Marseille dans le rétroviseur et ils ont assuré cette victoire très importante pour eux. Et on le rappelle quand même, malgré tout, on l'avait fait la semaine dernière, Marseille est une équipe promue malgré tout, mais avec quelques joueurs qui ont fait des matchs en élite et renforcés par Brody McKnight dans la cage quand même. Donc. Ça nous donne au classement. Alors, toutes les équipes ont 14 matchs, sauf Monaco et Saint-Jean qui en ont 15. Donc, Monaco a 44 points. Donc, suivi de Livry qui fait la vraie bonne opération de la journée, 37 points, qui se détache maintenant de Marseille parce qu'ils ont 4 points d'avance sur un duo Marseille-Arnes. Donc, Marseille et Arnes ont 33 points chacun. Pour l'instant, le goal average général est favorable à Marseille, mais les 9 buts d'écart là sont en tout cas en faveur de Arnes, donc 33 points. Mulhouse qui est décroché dans un espèce de no man's land, ils ont 24 points, donc très très loin de 9 points de retard sur l'équipe au-dessus. Il faut qu'ils regardent un petit peu dans le rétro aussi, parce qu'ils ont Givors à 22 et Choisy à 21. Donc attention quand même à pas tout compromettre non plus. La Rochelle, très très bonne opération de La Rochelle, hein, qui a 16 points, donc qui a vraiment fait un écart avec les équipes classées derrière elle, puisque suit le Racing avec 11 points, Moulins 8 points et toujours les deux derniers, l'INSEP et Saint-Jean d'Angély, qui ferment la marche avec respectivement 3 points chacun. Et donc ce 15e match, c'était donc un Monaco-Saint-Jean d'Angély qui comptait pour la 5e journée, qui a été disputée le dimanche 25 janvier, et Monaco s'était imposé facilement 24-9. Alors la prochaine journée va avoir aussi son lot très intéressante aussi, puisque donc Givors recevra Arnes. Donc pas toujours facile d'aller s'imposer dans le Rhône pour Arnes. On verra un petit peu si ils poursuivent leur marche, mais honnêtement avec ce canonnier qui est Zawi en plus dans leur effectif, je pense que ça devrait passer. Monaco reçoit La Rochelle. Même si La Rochelle fait une bonne saison, je ne vois pas quand même La Rochelle aller s'imposer à Monaco. Il y aura le choc de cette journée entre Marseille et Livry-Gargan. Une des petites fenêtres pour Marseille de revenir sur Livry. Et puis Livry qui ne voudra pas être décroché. 4 défaites de Livry à Marseille et une victoire de Monaco contre La Rochelle verrait les Monégasques s'envoler presque de manière, j'allais dire, irrémédiable. On aura un duel francilien entre le Racing qui va mieux et Choisy qui va un peu moins bien. Donc ça reste ouvert avec un petit ballottage favorable quand même à Choisy. On aura un INSEP Mulhouse. Mulhouse ira certainement prendre 3 points à l'INSEP et un match important dans le bas du classement. Moulins recevra Saint-Jean. Donc les deux équipes vont pas très bien, mais elles vont quand même mieux. Donc écoute, match important au centre aqualudique L'Eau-Vive. Merci Frédéric pour ce point. Donc on clôture cette page National 1 pour basculer du côté de Madère à Funchal pour parler des Françaises qui, après une première victoire contre les Allemandes, se devaient de batailler contre les Slovaques pour se qualifier pour ce top 8, ce fameux top 8 très important. Et les Françaises ont réussi à se qualifier dans ce top 8 en s'imposant 21-13. Ouais, Christophe, le match a eu du mal à se décanter et les Françaises ont eu du mal à se détacher. Mais une fois qu'elles l'ont fait, écoute, elles ont accru l'écart
et de manière un petit peu irrémédiable. Et les 8 buts d'écart à l'arrivée sont fort logiques. J'ai trouvé ça pas mal du tout avec de l'engagement, une équipe solidaire avec des canonnières quand même, hein. C'est voilà, Emma Vernou, Valentine Horto, ça fait du bien quand même devant, mais avec une défense aussi bien regroupée autour de la gardienne. J'ai trouvé ça pas mal. Et puis, bah écoute, hein, c'est la plus jeune équipe du tournoi, 19 ans de moyenne d'âge, 19,4 de moyenne d'âge. Et puis, bah, rentrer dans un top 8, comme ça, jouer un match, il y a pas beaucoup d'expérience, hein, donc jouer un match qualificatif comme ça pour rentrer dans le top 8, c'était pas évident. Elles l'ont fait, et elles l'ont bien fait, il y a rien à dire sur les 2 succès. Il fallait, on savait très bien que la Grèce, ça allait être trop gros. Elles sont championnes du monde en titre, les Grecs, mais en tout cas, les 2 matchs qu'on leur a proposés à gagner, elles l'ont gagné, et de fort bien belle manière. Oui, et donc il y a eu quand même, un plus, je trouvais, par rapport au match contre l'Allemagne. Déjà dans la répartition, de la marque, puisqu'on a beaucoup plus de filles qui se sont illustrées. Donc on a Lara Andress, qui en met 3, Camélia Bouloukbashi en met 1, Kaina Benlegbir en met 3, Lania Difraja 1, Valentine Hurto 3, Emma Vernou 7 sur 8 quand même aussi, Kilic Pigouri 1 et Duflo 2. Donc pour les buteuses. It's last call for football on FanDuel, with one last round of rewards every day through Super Bowl 60. One last week for one more chance. Visit the FanDuel app all week long for limited time boost every day until football runs out. FanDuel, official partner of Super Bowl 60. New customers bet $5 and get $200 in bonus bets if you win. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or visit rg-help.com. Françaises qui finissent dans ce match à 53,3% au tir de réussite. Et on verra, parce que je voudrais qu'on parle après d'un petit match que j'ai regardé aussi assez étonnant qui était Pays-Bas-Hongrie. Mais on y reviendra. Voilà, donc un bon pourcentage pour nos Françaises qui, comme tu l'as bien dit, même si ça a du mal à se dessiner, les Françaises réalisent l'essentiel et se qualifient pour le top 8. Et tu vois, Christophe, des fois, on parle de ce qui va pas, mais on va s'attarder juste sur quelque chose. Les garçons juniors ont fait 8e au championnat d'Europe et ont validé leur qualification pour le championnat du monde. C'était quand même pas gagné. Les Français ont fait un très bon championnat d'Europe à Belgrade, puisqu'ils finissent 9e avec une équipe remaniée, donc c'est bien. Les filles, pour le moment, parce que leur compétition évidemment n'est pas finie, font un top 8 européen minimum. On verra après sur les matchs de classement si elles peuvent aller un petit peu plus haut. Marseille sort d'un Final Four en club et est à la lutte encore pour se qualifier pour la 2e phase de groupe, ce qui serait vraiment très bien. On a un arbitre qui a arbitré la finale des championnats d'Europe. Donc ça met un petit peu de baume au cœur à notre water-polo qui a été un peu en souffrance. Et c'est vrai que si on continue à cumuler comme ça les résultats qui sont, alors oui, on n'est pas sur les podiums, hein, mais on ne l'a jamais été non plus. Donc c'est bien, ça, et les garçons et les filles. Donc c'est pas mal. Et puis, bah, écoute, ça, c'est une base de travail pour les coachs, les staffs et tout ça. Et je trouve ça intéressant. Et j'ai trouvé l'attitude des filles semblable à celle des garçons, avec une volonté de pas relâcher ou de pas baisser la tête. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Oui, il y a des choses intéressantes, mais voilà, tu l'as dit, c'est l'équipe la plus jeune de ce tournoi. Il y a une reconstruction, un nouvel encadrement, donc il y a des choses bien, des choses un peu moins bien. Avant de parler de la Croatie, voilà, je trouve que il y a quand même, voilà, les filles, je pense qu'elles se connaissent pas trop, donc on voit un peu les difficultés des fois des passes ou de positionnement défensif qui créent des situations favorables pour leur adversaire et qui leur permettent de temps en temps, je trouve, de marquer des buts un peu trop faciles. Alors qu'en attaque, les Françaises ont du mal à se positionner. Elles sont un peu loin du but. Je pense qu'elles devraient avancer un peu plus pour aller provoquer les équipes adverses, aller chercher un peu plus d'exclusion. Bon, elles arrivent à en obtenir, hein. Elles ont pris quand même déjà pas mal de pénaltys jusqu'à présent. Elles en prennent aussi beaucoup. Je crois qu'il y en a eu 4
contre la Grèce, quand elles ont perdu contre la Grèce, et elles en ont provoqué 3 et je crois que la Grecque en arrête 2 sur les 3. Il y a du travail encore, mais bon, il y a des choses très encourageantes et des joueuses qui ont besoin de s'affirmer dans cette équipe. Il y a des choses à faire et voilà, on va parler donc de ce match contre la Croatie. Donc les Croates qui récemment avaient battu les Françaises dans un tournoi à Zagreb assez largement, hein, 17-9 et 18-9. Donc elles étaient logiquement favorites de ce match, malgré que la France, jusque-là en championnat d'Europe, n'avait encore pas perdu contre les Croates, hein, mais on voit que les Croates progressent très vite, hein. C'est un pays de water-polo, donc ça va très très vite. Elles ont pu s'appuyer, donc victoire donc, des Croates 15-9 contre nos Françaises, et elles ont pu s'appuyer sur une de leurs joueuses vedettes, Jelena Butic. Alors, je ne sais pas, peut-être tu as cette info, Fred, mais est-ce que c'est la famille de ceux qui jouent en équipe nationale aussi masculine ou pas du tout? Alors, ce que je sais, c'est que les Butic, dont 2 joueurs ont joué à Nice, hein, Krejco et Domagoj, voilà le petit frère. Je sais que c'est une famille de poloistes parce que je crois, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais je crois qu'il y a 4 frères ou 5 frères et 2 sœurs, un truc comme ça, ou 5 enfants en tout qui jouent au polo. Donc je pense que, il se pourrait que ce soit de la famille. Et puis écoute, à l'instar des garçons, les garçons de ces pays-là, Serbie, Croatie, Monténégro, on connaît la valeur évidemment de ces équipes-là. Chez les filles, c'est un water-polo qui avait pas démarré beaucoup, il y a encore peu de temps, hein, c'était balbutiant. Le Monténégro pardon est pas souvent, présent, donc après le Monténégro, ça reste un petit pays de 700 000 habitants, donc c'est pas non plus évident d'avoir des équipes de partout. Mais la Croatie commence à grandement pointer le bout de son nez et tu vois, bat la France 15-9 sur ce match-là et commence un petit peu à enclencher son mouvement. Les Serbes, vont à mon avis prendre le relais. Elles prennent déjà le relais, elles participent, mais c'est pas encore, d'un niveau, fantastique, mais en tout cas, elles sont là donc parce que jusqu'alors, dans l'Est, il y avait que la Hongrie qui présentait des équipes. Le bassin méditerranéen, lui, est toujours là, que ça soit chez les garçons ou chez les filles, mais les pays de l'ex-Yougoslavie commencent un petit peu à arriver et à obtenir des résultats. Donc écoute, c'est bien, ça élargit un petit peu le plateau, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et donc dans les choses quand même positives dans ce match-là pour les Françaises, mais pareil, ça prend quand même des tirs. Donc sur ce match-là, donc on a Lara Andress qui en met un. On a Jade Bougrara qui en met un. Camilla Bouloukbashi qui en met un. Karina Benlegbir 1. Lana Difraja 1. Valentine Heurtaud 2. Emma Vernoul, cette fois-ci, n'en marque pas. Donc on sait que elle pèse aussi, comme son cousin, sur les résultats de cette équipe de France. Eline Kilic-Pégouri, donc malheureusement n'a pas marqué, mais elle a pris du tir. Et Tiziana Raspo en marque un aussi. Alors il y a une petite polémique avant qu'on aborde les autres matchs. Il y a une petite polémique, alors, mais vraiment petite, hein, sur le ballon. Si vous avez suivi le championnat d'Europe masculin, vous avez vu que le ballon du tournoi était aux couleurs de la Serbie. Alors, je ne dis pas que celui-là, il était aux couleurs du Portugal, mais en tout cas, il était d'un vert clair et d'un jaune et blanc. Et en fait, je pense qu'il y a eu des contestations sur la visibilité de ce ballon, notamment à la télé, et ils ont procédé à un changement de ballon. Alors, ça fait un peu bizarre parce qu'on retrouve les couleurs des ballons qu'on a connus quand on était plus jeune et qu'on était dans le bassin avec un ballon tout jaune, voilà, comme on a connu ces ballons-là. Si vous aviez remarqué ça, voilà, c'est un petit commentaire sur cette couleur de ballon assez étonnante finalement. Sur cette même journée où la France affrontait la Croatie, donc dans ce top 8, il y avait donc 3 autres matchs très intéressants, sauf un. On a eu un Grèce-Italie. L'Italie qui avait battu la Grèce aux Jeux Olympiques, mais les Grecs sont championnes du monde. Donc victoire assez nette, 15-10 des Grecs, un peu un remake aussi du match qu'il y avait eu en Euro chez les garçons, puisque la Grèce avait humilié l'Italie. Bon, là, c'est pas une humiliation, mais victoire à nouveau des Grecs. Donc le polo grec qui prend l'avantage sur le polo italien. Ouais, Christophe, comme tu le dis, hein, les Grecs féminines sont championnes du monde en titre. Donc, écoute, une victoire logique. Et effectivement, elles ont dépassé l'Italie depuis un petit moment. L'écart chez les filles est un peu plus important même que l'écart chez les garçons. Et les Grecs ont pris le pas sur les Italiennes. Ça durera peut-être pas, mais en tout cas, pour l'instant, elles les dominent clairement.
Deuxième match de cette journée et un match pas inintéressant. Alors, quand on regarde le score, il pourrait être inintéressant, hein, parce qu'on a 5-4 en faveur des Pays-Bas, qui est championne d'Europe en titre. Et un match assez fou, parce qu'il y a eu, forcément le score le reflète, une des défenses monstrueuses des deux côtés. Bon, pas mal de ratés aussi. Les Pays-Bas entraînés par un entraîneur grec qui parle apparemment parfaitement hollandais. Un match assez fou qui s'est dessiné dans les dernières secondes. Il y a eu des situations où les Hongroises pouvaient égaliser. Alors, les Hongroises préservent l'essentiel quand même dans ce match-là, puisque si elles perdaient de 2 buts, elles n'avaient pas forcément leur destin en main, puisque l'Espagne pouvait encore se qualifier pour les demi-finales. Mais comme la Hongrie avait gagné contre l'Espagne, du coup, en perdant que d'un but, la Hongrie est quasi sûre de jouer les demi-finales avec les Pays-Bas dans ce groupe. Ouais, le polo féminin hollandais a toujours été fort depuis, je ne veux pas dire depuis la création du water-polo féminin, mais un peu. Elles ont été championnes olympiques, les Hollandaises, il faut le rappeler, même si ça date. Et elles sont toujours là, difficiles à jouer, avec des gros gabarits. Donc oui, victoire au couteau, mais la Hongrie est un adversaire tenace. Donc c'était le choc au sommet de ce début de championnat d'Europe. Ouais, et 2 stats pour illustrer ça. Tout à l'heure, je parlais de 55% de réussite au tir pour l'équipe de France. Dans ce match-là, la Hollande, c'est 18,5 au tir contre 11,1 pour les Hongroises. Et gros pourcentage aussi, parce qu'on pourrait penser que les tirs sont à côté, déviés, etc. Mais non, on a eu 2 grosses gardiennes. Donc 79% pour la gardienne hollandaise à 15 sur 19. Et pour la gardienne hongroise, 13 sur 18 à 72% d'arrêt. Donc, ce qui est énormissime. Dernier match de cette journée, donc l'Espagne qui s'impose facilement 23-7 contre Israël. Israël qui est quand même dans le top 8, donc assez surprenant cette équipe-là. Et un beau top 8 et nos petites Françaises qui en font partie. Réussiront-elles à mieux se classer? Comme on pouvait s'en douter, la France n'a pas fait le poids face à l'Italie. Donc victoire italienne 24-5. Il n'y a pas vraiment eu de match, hein, puisque dès la première période, les Italiennes menaient 8-1, 11-2 à la mi-temps. Ensuite, les Italiennes passent à 5-0 dans cette troisième période et finissent par un 8-3. Donc le rouleau compresseur italien, malheureusement, a écrasé nos Françaises. Et statistiquement, on le voit aussi dans ce match, la gardienne italienne Condorelli a réalisé 8 arrêts sur 10 tirs sur sa trajectoire, donc 80% de réussite. Contre malheureusement notre jeune Française Esther Lefebvre qui faisait son premier match. Bon, je pense que la coach Lorraine Deranty savait que ça serait compliqué et donc elle avait changé de gardienne et malheureusement un arrêt sur 25 tirs, donc du coup un faible 4%. Sur le pourcentage des tirs qu'on a évoqué jusqu'à présent, l'Italie finit avec quasiment 67% contre 18% uniquement pour nos Françaises. Ça a été très très compliqué. Voilà, les Françaises mises en échec tout au long du match et pas grand-chose à dire malheureusement. On espère que pour le prochain match, que ça se passera mieux et elles ont encore potentiellement véritablement un match à gagner qui devrait être contre Israël, peut-être pour jouer cette 7e et 8e place et on espère que ce match-là sera remporté par nos petites Françaises. En tout cas, bonne chance à elles, qu'elles continuent à profiter pour engranger de l'expérience et que par la suite, l'objectif de ce groupe de construire Los Angeles 2028 et qu'on aura la chance de les retrouver à ce moment-là, au moment le plus important. Pendant ce temps, la Hongrie s'est défait facilement de Israël en s'imposant 22-6 et la Grèce s'est imposée facilement aussi 23-6. Donc on a un top 4, top 5 qui se détache et 3 équipes qui joueront le bas de ce classement du top 8. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, salut. Hey girl, what's happening?
Is that your antiperspirant? Yeah. Let me see that can. Aluminum butane. I cannot pronounce that. You have to switch to Native deodorant. Native Simple Formula has only clean ingredients. It gives you effective 72-hour odor protection with no hydrocarbon propellants. Wow, this smells heavenly. Clean, effective 72-hour odor protection isn't a myth. It's Native. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.